Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 20e journée de championnat de Ligue 2 BXT. Saint-Etienne se déplaçait au Stade de l'Aune à Reims exactement pour un match à 6 points. Et Saint-Etienne revient avec 0 points après cette défaite, 1-0. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça lorsqu'on est supporter stéphanois? Jamais notre émission n'aura aussi bien porté son nom, Coup de tête, tellement notre mécontentement est énorme. Il revient de Reims, les traits fatigués et la tête enfoncée dans les épaules. Bref, il n'est pas content. Salut à toi, Eric. Et rincé. Bonsoir à toutes et à tous. Rincé, Eric. Et lui, il ne décolère pas depuis le remplacement de Chico Lamba au profit d'un certain Ferreira dans l'axe. C'est Olivier. Salut à toi, Olivier. Exactement, ça, tu m'as bien deviné. Bonsoir à tous, salut à tout le monde et bonne émission. Voilà, chers auditeurs, dans cette émission Rock'n'Foot, on passera des morceaux musicaux émanant de la région Champagne. Évidemment, il y aura une page altiligérienne après un long résumé et une analyse de cette défaite, de ce naufrage en terre rémoise. Donc une page de Haute-Loire, un agenda, des tops et des flops, et on terminera l'émission avec des coups de cœur et des coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission et on commence tout de suite par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour cette rencontre ô combien importante, notre coach Viking Horneland aligne le même 11 de départ que la semaine dernière avec un Larsonneur dans les buts, Pedro, Lamba, Nadé, Hold en défense, Djaber, Tardieu et Mouefek au milieu de terrain et devant El Djamali, Boakier et Stassin. Donc vous aurez compris, une confiance renouvelée à Ben Hold en tant que latéral gauche et à El Djamali en tant qu'ailier droit. Alors que la SSE a une première situation avec un centre de Ben Hold sur le contre en tout début de rencontre, Nadé et Lamba passent au travers. Ibrahim, le Rémois, s'en va défier l'Arseneur et le dribble et l'attaquant rémois est déséquilibré par le gardien stéphanois en dehors de sa surface. On pense alors tous au carton rouge, mais l'Arseneur s'en sort miraculeusement avec le jaune, donc dès la première minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Jaber se met au sol et ne peut plus continuer. Il est remplacé par Paul Aymar à la 9e minute de jeu. Après ce début de match assez fou, les Verts frappent une première fois au but. Stassin conserve le ballon dos au but et décale Boakier, dont la frappe du droit s'envole dans les tribunes. Au quart d'heure de jeu, quelques instants plus tard, la frappe puissante de Boakier, cette fois-ci du gauche, est sortie par Djawen, le portier rémois. Dans la foulée, El Djamali voit sa tentative sauvée par un défenseur juste devant son gardien. Les Verts font le siège de la surface rémoise, mais tombent encore sur un grand Djawen sur un centre fort de Boakier à la 18e minute de jeu. Reims se remet la tête à l'endroit et il faut un beau geste défensif de Ben Hold face à Ibrahim, peu après la demi-heure de jeu pour empêcher l'ouverture du score. Peu après, c'est Nadé qui s'interpose cette fois-ci devant Nakamura à la 36e minute de jeu. Boakier tente une dernière frappe, mais c'est dans les gants de Djawen. Voilà, à la pause, les deux équipes sont dos à dos, 0-0. Et alors que ce début de seconde période est plutôt équilibré, premier tournant avec le carton rouge adressé pour le Rémois Tia, dont la semelle vient heurter l'arrière de la tête d'El Djamali, revenu défendre dans sa surface à la 56e minute de jeu. Donc dans la foulée, Chico Lamba, qui s'est tenu le genou 4 minutes auparavant, ne peut continuer et cède sa place à Ferreira à la 59e minute de jeu. Cardona remplace quant à lui Mouefek à la 60e minute. Et paradoxalement, c'est Reims qui se procure une occasion, mais l'Arseneur se détend bien. Dans la foulée, Hold centre fort devant le but et il manque une pointure à Stassin pour ouvrir le score à la 62e minute de jeu. Et quelle occasion dans la foulée pour Ben Hold qui profite d'une énorme erreur rémoise mais bute sur le portier rémois. Sa deuxième tentative est sauvée sur la ligne par un rémois revenu sur sa ligne. À force de ne pas se montrer tueur, la SSE est punie en supériorité numérique. Ben Hold est enrhumé sur son côté et Ferreira tente de dégager le ballon de la tête, mais le fait directement sur Paul Aymar et Ibrahim, le Rémois, en profite et ouvre le score à la 71e minute de jeu. On n'a pas l'impression que les Verts sont à 11 contre 10 et l'Arseneur doit se coucher sur une frappe de Sekin, tout juste entré en jeu, pour éviter le but du break à la 85e minute. Pour les dernières minutes, Miladinovic et Dufus entrent en jeu. Ils remplacent Tardieu El Djamali.
Malgré les 7 minutes de temps additionnel, les Verts ne parviennent pas à recoller et s'inclinent en ayant disputé une grande partie de la seconde mi-temps en supériorité numérique. Ça fait tâche, on parle d'un sacré naufrage en terre rémoise. Merci Marco. On va essayer d'analyser cette rencontre et toutes les conséquences évidemment qu'elle va pouvoir avoir dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Malheureusement, un match arrive très vite puisque les Verts rejouent dès samedi soir. Ils reçoivent Boulogne. Alors, avant ça, analysons cette rencontre. Et en général, on commence par les choix de l'entraîneur. Le 11 stéphanois qui fait plutôt une bonne première mi-temps. On va dire, elle est équilibrée cette première mi-temps. Est-ce que vous avez des remarques sur les 11 titulaires Non, une remarque sur l'adjectif. Non, c'était pas bon. La première mi-temps n'était pas bonne de la part des Stéphanois. Comme le pense aussi le coach norvégien. Il dit que pour lui, le début, les 30 premières minutes n'étaient pas bons. Dès, en fin de compte, la première minute, on se rend compte qu'on est complètement à la rue, puisqu'il y a une occasion énorme pour les Rémois. Ouais. Alors, je m'arrête tout de suite parce que j'ai peur qu'on se comprenne pas. On jouait pas contre une R2 ou une R3. On jouait contre un club, Reims, qui descend comme nous de Ligue 1, qui a un budget à peine inférieur à celui de l'AS Saint-Etienne. Ça se joue à 4 ou 5 millions près, la différence de budget. La première mi-temps, pour moi, elle est pas à sens unique, elle est pas exclusivement, ils nous ont pas confisqué la balle, il n'y a pas eu 10 millions d'occasions, elle est plutôt équilibrée. Enfin, je sais pas, ou alors j'ai pas vu le même match, Eric. Non, première mi-temps correct, effectivement. C'est par rapport à la seconde qui est inadmissible. Oui, donc oui, on est d'accord. J'ai pas parlé de la seconde mi-temps. Absolument. Et c'est pour ça que rapidement, je voulais passer à la suite et aux blessures. Mais cette équipe de Reims, voilà, en plus sur cette rencontre-là, je sais pas, ils avaient l'air d'être, ça avait l'air d'être encore une fois le match de l'année dans ce stade pour cette équipe. Alors bon, sur le 11 stéphanois, rien à redire, c'est le même que la semaine d'avant. Et c'est la première fois que le coach renouvelle exactement la même équipe. Ouais, exactement. Il a essayé de capitaliser sur le clean sheet. Alors rapidement, bien sûr, il faut qu'on parle de cette seconde mi-temps, mais aussi des blessures. Est-ce que les blessures peuvent, selon vous, expliquer le naufrage, la défaite en tout cas de Saint-Etienne? Je t'arrête tout de suite, Olivier. Moi, je reviens sur cette première mi-temps. Donc, pour moi, Eric, t'as dit qu'elle est correcte. Non, elle est pas correcte. J'ai pas eu le temps de parler. J'ai eu une phrase. Elle est correcte par rapport à la seconde mi-temps. Après, l'entame de match est très préoccupante et très significative pour moi parce qu'au bout de quelques secondes, se faire transpercer en l'axe comme on l'a été, donc la charnière centrale, Nadé, la première minute, oui. Et après, donc l'Arseneur qui sort à l'aventure et qui aurait pu avoir un carton rouge auquel cas la physionomie du match aurait totalement changé. Après, on s'est procuré quelques occasions. Donc là, je dis que c'était correct par rapport à la seconde, où à 11 contre 10, on n'a absolument rien montré. On a toujours été battu dans les duels. Et donc la stat on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc à 10 contre 11, c'est du 70-30 en faveur de Reims en termes de duel. Et ça, c'est inadmissible. Non, on joue toujours à la baballe au cours des 45 premières minutes, on n'est pas dangereux du tout, quoi. Donc il se passe absolument rien. Et effectivement, c'est un petit peu comme au hand, on va de gauche à droite, mais voilà, il y a pas de tir franc de la part des Stéphanois, comme je l'ai évoqué dans le résumé, mais ça passe trop loin en fin de compte du cadre à chaque fois où c'est capté par le portier rémois. Mais moi, j'ai trouvé cette première mi-temps stéphanoise insipide face à une équipe rémoise pas bonne. Je l'avais évoqué la semaine dernière. Moi, j'avais trouvé à l'extérieur pour la phase aller, c'était la meilleure équipe que j'avais vu jouer à Geoffroy Guichard. Là, j'étais super déçu de la prestation des Rémois parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose et ils étaient plutôt acculés dans leur propre partie de terrain. Mais les Stéphanois, ils ont eu peut-être un peu plus la possession de balle, ils ont fait circuler à gauche, à droite, mais sans jamais trouver la brèche et devenir dangereux. Et j'ai trouvé ça mais insipide comme première mi-temps. Alors, je reviens à ma question, à part si tu veux rajouter quelque chose, Eric. Alors, est-ce que les blessures, elles ont joué un rôle, à votre avis, dans cette rencontre? Je parle évidemment de la blessure très rapide
de Jaber, qui a un rôle important, et ensuite en seconde mi-temps, le non moins important Chico Lamba, qui lui aussi est obligé de sortir à l'heure de jeu. Bah évidemment, ça n'aide pas. Jaber qui avait été le meilleur stéphanois face à Clermont, dans un milieu de terrain qui est très émoussé physiquement, à l'image de Tardieu. Donc sa sortie, forcément, a affaibli l'équipe, et tout comme la sortie sur blessure de Lamba. Donc en espérant que ce ne soit pas une rechute, qui a provoqué l'entrée en jeu de Ferreira, qui était fautif sur le but, parce que Orneland a décidé de placer Ferreira dans l'axe et non sur la droite. Il aurait pu décaler Pedro. Apparemment, d'après les explications des journalistes proches de Saint-Etienne, ce serait parce que Pedro parvenait à bien contenir Nakamura il a décidé de le laisser sur le côté droit et de faire rentrer Ferreira dans l'axe, mais on a vu le résultat. Ça se défend. Ça peut se défendre, en tout cas en l'occurrence, le retour de Ferreira était très mauvais. On parlera du coaching. C'est étonnant. On parlera du coaching après, vous aurez le temps de dire tout ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a de quoi dire. Marco, sur les blessures, est-ce qu'une équipe qui perd ses 2 meilleurs joueurs peut gagner un match? 2 meilleurs joueurs? Non, pas 2 meilleurs joueurs. T'as vu la prestation de Lamba, les 45 premières minutes? C'était catastrophique. Lamba, peut-être sur 1 ou 2 ballons, c'est tout. Mais il nous a fait peur aussi, Lamba, au cours de cette première mi-temps. Donc non, c'est pas les 2 meilleurs. Jaber, le souci, c'est que notre Viking, il choisit de faire rentrer Paul Aymar à sa place. Mais Paul Aymar, il est pas bon, comme il est au niveau des autres, quoi. Il est pas bon. Alors que t'as Gadet Bécou qui pouvait être poste pour poste. Donc c'est incompréhensible. Et Chico Lamba, aussi il faut mettre quelqu'un qui joue dans l'axe. Et il y avait Pedro, bizarrement il le met pas. Il met Ferreira, qui est une catastrophe à tout niveau, mais surtout c'est encore plus dangereux si tu le mets dans l'axe. Et au bout de 30 secondes, on a tout de suite compris à qui on avait affaire. Non, c'est catastrophique à tout point de vue. Après, les Verts sont mauvais, le coach est mauvais. Qu'est-ce que tu veux dire, le truc on rend l'antenne alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que alors c'est vrai, à tout niveau, quand un joueur est pas trop au niveau, t'as plutôt tendance à le mettre latéral que central. Je te l'accorde, Marco. Après t'as expliqué la raison. On va venir tout de suite sur le. C'est la raison que le Viking donne. C'est différent. Oui, la raison, vu que c'est lui qui décide, c'est la raison. Ouais. Mais, alors la période à 11 contre 10, est-ce que là vous avez des explications alors peut-être encore on va pas revenir sur les blessures, mais autre que les blessures, pour expliquer qu'à 11 contre 10 on a été encore plus en difficulté qu'à 11 contre 11. Bah oui, parce qu'il faut densifier le milieu de terrain et il affaiblit. Il fait exactement le contraire. Donc ouais, c'est évident. C'est pour ça que je me demande ce qu'il fait vraiment à ce poste d'entraîneur, ce Viking, parce que il fait tout le contraire. Donc il rajoute des attaquants. Mais non, là c'est vraiment déjà la première mi-temps. Je vous ai parlé du jeu du hand, puisque les autres ils défendaient, donc on allait à gauche, à droite et ainsi de suite. Mais non, il faut densifier le milieu de terrain. C'est tellement évident. Mais t'en as pas de milieu de terrain. Mais si, bien sûr que si. Je t'ai cité. Oui, alors Gadek Bécou, je le redis la semaine dernière, je vais le redire. Il a 18 ans, le gamin. C'est un joueur pas rapide, qui est un joueur de ballon à la barcelonaise. Alors pour le coup, si tu aimes pas les gens qui jouent à la baballe, au bout de 5 minutes, tu vas plus pouvoir l'encadrer. Ouais, mais dans une situation... regarde les matchs de Gadek Bécou en début de saison, tu vas voir quel est son style de jeu. Dans une situation comme celle-ci, effectivement, tu le fais rentrer. Mais il y a un joueur dont on vient de parler, c'est Ferreira. Ici, donne pas satisfaction en défense. T'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'on a d'autres milieux de terrain qu'un gamin de 18 ans pour densifier notre milieu? Ferreira. Ah, tu l'aurais fait jouer au milieu. Le seul match qu'il a fait qui était correct, c'est quand il était milieu offensif à Laval, lors de la première rencontre. Et à chaque fois qu'il montait, il devient intéressant. Mais il est pas défenseur, ce joueur-là. Donc je pense qu'il apporte beaucoup plus Ferreira au milieu de terrain. Et je pense qu'il aurait pu faire plus de différence qu'à son poste dans la charnière centrale. Peut-être. Il apporte beaucoup plus sur le banc. Ouais, aussi, Après, on peut faire descendre El Djamali encore une fois et mettre Cardona devant. El Djamali est pas mal dans l'axe, milieu de terrain. C'est pas le même positionnement, je suis d'accord. Mais après, pour répondre à ta question, moi, franchement, deuxième mi-temps, j'ai absolument pas compris. Première mi-temps, c'était assez équilibré. Mais en seconde, à 11 contre 10, ne pas se procurer la moindre occasion.
Franchement, l'attitude des joueurs, moi, j'ai le témoin d'un certain renoncement. Et je pense que voilà, sur ce coup-là, on peut dire quand même qu'ils ont lâché le coach. Hein. Il y a de gros problèmes dans le vestiaire, semble-t-il, mais là, ça s'est traduit sur le terrain. Qu'il n'y ait pas une réaction d'orgueil de la part des joueurs. Il n'y a pas de cadre dans cette équipe. De ne pas prendre les choses en main alors qu'il te restait 40 minutes à 11 contre 10. Je crois que c'était à ça, son seul tir, c'est à la 88e minute. Parce qu'il continue à ne pas être servi. Donc, il y a des vrais problèmes à tous les niveaux dans cette équipe. Hein. Non, mais puis regarde le profil de Cardona. Regarde, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Les gars, ils sont usés. Il les a usés, le Viking. Il les a usés. Quand tu fais rentrer Cardona à la 88e minute, le match précédent, mais t'as envie de se battre, toi ? Là, c'est Dufus qui est rentré dans le temps additionnel avec Miladinovic quasiment. Voilà. Alors, quand t'as des coachings pareils, de match en match, ça donne pas envie aux joueurs mais de se non, bouger, mais tu les uses. Ils y sont plus du tout. Mais ça se voit tout de suite. Alors Cardona, il nous a habitués à avoir quand même des hauts et des bas. Ouais, il est irrégulier. Il peut passer au travers d'un match assez régulièrement. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'il est pas très bien. Il coûte même des contre-attaques aux adversaires. Après, le coach demande tellement physiquement qu'ils sont cramés les joueurs. Peut-être. C'est pas faute de recruter pléthore peut-être. Dans le staff technique, c'est une armée mexicaine, donc on se demande à quoi servent tous ces gens. Alors, on revient en détail sur le coaching, on va dire chronologiquement. Pour Jabber, donc Marco a une solution, on va dire pas vraiment nouvelle. Je sais pas si c'était le moment de tenter des trucs. Dans un match à 6 points. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de joueurs avec ce profil parce que densifier le milieu de terrain, faut un profil un peu défensif, parce que cette équipe de Reims, elle était devant son public et vous avez vu qu'elle était assez offensive. Et on avait du mal à... Elle n'était pas offensive, elle était surtout pas offensive. Ah bah si, quand même, il y a une espèce elle n'a pas été offensive. Non, je parle de la période à 11 contre 10. Je parle de ce moment-là où on a eu des vagues quand même contre-attaques. Des contre-attaques, c'est ce que je dis. Donc non, t'as dit offensive, c'est différent. Bien sûr. Bon, mais faire une contre-attaque, c'est mener une action offensive. Donc pendant ce moment-là, est-ce que finalement il y avait moyen de faire mieux? Comment Puis la sortie de Mouefek également. Ouais. Qui fait mal, qui déséquilibre le milieu de terrain. Je trouve que c'était un des rares à se projeter, alors même s'il n'a pas tout fait bien, mais bon, si on n'avait que 11 Mouefek sur le terrain, ce serait autre chose. Alors là, je pense, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un des rares à m'attacher au maillot vert aussi, et ça joue aussi. Hein. Dans une équipe qui en perd d'identité, avec des joueurs beaucoup d'étrangers qui pensent plus peut-être à leur carrière qu'à autre chose. Faut pas s'étonner non plus. Hein. Karl Larsson dit qu'il a presque honte d'être capitaine de cette équipe. Alors, on y reviendra. C'est pas forcément le truc à dire. Ah ben tout à fait, mais moi, fait que d'habitude, je vous le dis que c'est pour éviter les blessures, mais là, le match était tellement important que la blessure, tu t'en fiches. Alors c'est vrai qu'on a plus trop de milieu de terrain. Tu t'en fiches pas, oui et non, parce qu'il y a Jabber qui est blessé avant. Oui, il y a Jabber, bien sûr. Tu joues Boulogne samedi, t'as pas Jabber ni Mouefek. Bien sûr, mais bon, là, il le sort un peu tôt quand même. Je sais pas si c'est pour ça. Tu joues comment au milieu de terrain, quoi. Ouais, mais c'est quand même fort. Alors, c'est quand même fort de café de sortir un des meilleurs joueurs parmi les autres qui sont complètement mauvais. En fait, on dit tiens, c'est le meilleur. On dit bon, on va le sortir. C'est un petit peu ça. La semaine dernière, c'était pareil. Hein. Ouais, c'est quand même assez hallucinant d'assister à ça de semaine en semaine. Il apprend pas de ses erreurs. Il le fait. Ah non, mais lui, il a rien compris. Alors, on revient comme ça. Vous allez pouvoir m'expliquer. Moi non plus, j'ai pas toujours compris. Donc tu parles de Mouefek. La blessure de Chico Lamba, on peut y revenir un petit peu en détail, même si tu as commencé à expliquer. Quelle était la meilleure solution pour toi une fois que pour pallier à la blessure de Chico, Eric? Décaler Pedro dans l'axe. Ouais. De toute façon, il y avait deux solutions. Ça me semble logique. Après, quitte à faire rentrer Ferreira, tu te fais jouer latéral. Ouais. Enfin bon, après, c'est facile de dire parce qu'il est malheureux sur le but, il commet une erreur d'entrée, aussi fébrile qu'on l'avait connu jusqu'à présent, donc il fait un retour catastrophique, Ferreira. Après, quand tu joues encore une fois, il y a Ben Hall l'arrière gauche, c'est pareil. Hein. C'est pas possible.
On parle du pas coaching, possible. mais souvent on dit que. Alors qu'offensivement, il a apporté, mais après, c'est pas un défenseur. C'est même pas lui rendre service au garçon, encore une fois. Moi, j'aime bien Ben Holt, mais. Bah pareil. C'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'il va Vous faire m'avez pas parlé de Ben Holt dans la composition. Il fallait mettre Anan alors. Au moins des spécialistes, enfin des pseudo-spécialistes du poste. Je sais pas, moi. Mais pour lui, Ben Holt est passé devant Anan parce qu'il a compris. Donc c'est quand même un sacré désaveu pour les recrues qui sont arrivés cet été. On a recruté Ferreira et puis Anan et on fait jouer un gamin à droite qui fait ses matchs, il n'y a rien à dire. Et Ben Holt qui est un offensif arrière gauche. Et pour vous, c'est une. Voilà, pour la première fois, le coach a un sentiment d'impuissance, son incapacité à faire progresser le groupe. Donc c'est la première fois qu'il le fait publiquement. Donc, Olivier. Alors, souvent on dit que le coaching est pas très important. Je m'aperçois que Reims, ils ont fait que 3 changements. C'est fou ça. Dans cette rencontre, alors qu'ils étaient à 10 contre 11. C'est comme quoi, quand tout va, quand ça va, on peut se permettre des choses. Alors, je suis d'accord avec vous. On fait 2 changements forcés, puisqu'il y a 2 blessés. En plus. Mais je suis d'accord avec vous que la greffe norvégienne, il faut quand même le constater, n'a pas pris. Et on verra après la pause musicale les conséquences. Ouais. Et ben, premier groupe rémois de ma playlist, et ben c'est le groupe Dégage. Je trouve que ça convient bien avec Horneland, avec le titre Château Blanc. Voilà ce groupe rémois. C'est parti. Le quatuor rémois Dégage avec le titre Château Blanc. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Rock and Foot, l'émission Coup de tête. Et on revient sur cette salle des fêtes. Oh, jolie salle des fêtes. Pourtant l'ambiance n'était pas à la fête. Pour la 20e journée de championnat, défaite 1-0 face aux Rémois. Bon, après, on va revenir rapidement sur les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides. Est-ce qu'il y a des joueurs qui quand même ont surnagé? Faire plaisir à Marco en citant Nadé. Bah oui. Oui, c'est vrai. Qui était le meilleur défenseur vert. Mais bon, il a fait des erreurs aussi, c'est pour dire. Bah oui. Et puis, moi Waké, j'ai trouvé qu'il s'était bien battu, je t'emboîte le pas. Moefek. Ouais, oui. C'est pas exceptionnel. Hein. Et toi, Marco, à part Nadé? Ouais, Nadé, c'est tout. Alors, qui c'est qui a plongé? Qui est-ce qui a sombré? Bah, toute la défense. Ferreira, Aymar aussi, qui était très décevant au milieu de terrain. Ah non, mais ils sont mauvais. Zatsoba. Non, mais vraiment, Ben Holt, Pedro, Lamba, mais j'en ai parlé tout à l'heure. La première mi-temps de Lamba, waouh, c'est vraiment pas bon, quoi. Et puis milieu de terrain, Tardieu, très irrégulier, fantomatique pendant la plupart de la rencontre. Stassin, il a pas de ballon. On peut pas juger Stassin, il a pas de ballon. On lui donne pas le ballon et donc. J'ai trouvé qu'il avait fait des bons mouvements en première mi-temps. Souvent, ça nous aide bien les mouvements, mais après. Mais il touche la balle, il oriente. C'était plutôt bien joué. Il y a eu des phases pas mal autour de Stassin quand même. Et puis le gros flop sera une passe décisive pour toi, Marco, c'est Horneland. Tu dis? Le gros flop, c'est Horneland. Excellente transition. C'est pas le joueur, c'est le coach. Mais on le dit. Bon, moi, ça fait. Comment on va en parler maintenant? Donc ça fait 1 an et demi que je le dis, mais voilà. Après, quand tu reconduis un entraîneur qui a pris 47 buts en combien? En 16 journées en Ligue 1, c'est ça? 17 journées, 47 buts encaissés, et tu le reconduis pour l'année suivante. Et en 2026, c'est un but marqué en 46 tirs, la stat. Ouais. Ça fait mal, hein. Ouais. Mais c'était un duel entre relégués de la Ligue 1 de l'année dernière, qui était très très important, hein. J'ai dit match à 6 points, il fallait présenter vraiment quelque chose de cohérent.
Et on a vu quelque chose d'imbuvable pendant 90 minutes. Et au vu des résultats de l'après-midi, parce qu'on Oui. l'a pas dit, hein, On l'a pas dit, ouais. il y avait une défaite à Guingamp du leader troyen, et puis Red Star qui concède un nul à domicile face à Boulogne, donc il y avait un bon coup à jouer au classement. On venait en cas de victoire à 4 points du premier. Et ben non, donc c'est un drôle de message qu'on envoie à nos concurrents. Bah oui, alors le coach, un système de jeu inexistant, aucune adaptation tactique depuis 6 mois, quoi. Des changements catastrophiques à tout point de vue, et encore ce week-end. Il avait démarré face à Reims par une très belle prestation, et peut-être que le Ouais. déplacement à Reims aura scellé son sort. Alors, Les joueurs sont pas à leur place. Que dire? il a changé son 4-3-3 quand même. Oui, au milieu de terrain. Depuis 2 matchs, on peut pas dire qu'il reste arc-bouté sur son système. Il y a eu 4-2-3-1. Là, on est passé à 4-2-4. Ouais, Alors, mais- ça n'a pas marché, on est d'accord. Ouais, non, mais là, Mais- tu peux parler de tous les schémas tactiques. Non, mais c'est souvent toujours- on dit, je sais pas s'il a tenté son va-tout, mais il a bougé ses lignes. Quelque chose à rajouter sur Orneland, parce que il faut qu'on en reparle sur l'après. Il a rien apporté depuis Ouais. le début. Il a absolument rien apporté. Deux premiers matchs. Ni sur le plan tactique, ni technique, ni physique, ni psychologique. Les communications, il est complètement à côté de la plaque. Voilà, son management hors du temps, ses choix de composition étonnants, ses changements à la 88e minute à chaque match, pose question, quoi. Non, il est pas crédible. Il parle toujours pas français. Bon, après, moi, je tombe sur lui depuis plus d'1 an. Avec vous avez Kilmer, compris, quoi. faut t'habituer à ce qu'il parle pas français. Hein. Faut pas Oui, faut pas se leurrer. Dans les heures qui viennent, on devrait avoir des choses. Ah, donc, ce il sera faut quand même l'entraîneur anglophone, hein, tu verras. qu'on fasse. alors, on n'a rien entendu tous les deux, hein, je vous le dis. Ouais. Eric, tu disais. Je dis, il faut pas se leurrer. Oui. Le prochain entraîneur qui viendra, c'est un entraîneur anglophone avec Kilmer. Ouais. Faut pas croire qu'on va arriver avec un entraîneur expérimenté, des joueurs non plus expérimentés, rompus au joug de la Ligue 2. C'est ce qui devrait être le cas, mais il y aura pas ça. Hein. On pourra en revenir là-dessus. Donc, je voulais juste dire, donc, évidemment, la défaite est très préjudiciable au niveau du classement. Pour l'instant, on n'a aucun son de cloche de la part de Kilmer. Par contre, il y a eu un après-match assez houleux, c'est-à-dire que le public s'est exprimé vertement auprès des joueurs, auprès de l'entraîneur aussi. À Reims. À Reims, bien sûr. Il a donc eu des questions un petit peu plus pressantes, Orneland, et selon les journalistes qui sont assez bien informés, je parle de ceux de l'équipe, je parle de but AS Saint-Etienne, il serait donc le board Kilmer aurait décidé donc de se séparer de Orneland, et même très rapidement, sauf que en n'ayant pas pu encore avoir leur réponse, ou peut-être ils ont essuyé 1 ou 2 échecs. Pour l'instant, Orneland est là, mais la volonté de Kilmer, c'est de changer d'entraîneur avant le match contre Boulogne. Alors peut-être pour éviter la fronde et qu'il y ait une ambiance délétère dans le stade, mais en tout cas, c'est la décision de Kilmer. Donc évidemment, vous êtes d'accord, et moi-même, je dois dire que vu l'ambiance générale, voilà, c'est un tout. Un club, c'est les supporters, c'est l'entraîneur, c'est les joueurs. Et là, force est de constater que il y a de la friture sur la ligne, et que t'as pas le choix de toute façon que de changer quelque chose. En général, c'est l'entraîneur, bien sûr, même si les joueurs, je pense qu'on a beaucoup à dire sur les joueurs. Voilà. Donc, est-ce que maintenant on peut parler de ce qui va suivre? On n'est pas dans la tête de Kilmer. Il n'y a aucune piste réelle qui a fuité. On entend des noms de ci, de là, mais sans parler de noms, est-ce que Kilmer, selon vous, doit continuer sur cette ligne, c'est-à-dire de prendre un entraîneur qui
qui fait de la post-formation et qui sur les datas, ou est-ce qu'il faut changer radicalement de projet, ou est-ce qu'il faut trouver un projet intermédiaire avec un coach jeune mais qui connaît plus la Ligue 2, la Ligue 1, la France, etc. Quels sont vos critères, vous, pour choisir un bon entraîneur à Saint-Etienne? Mais ils ne vont pas se déjuger en changeant radicalement de philosophie. Hein. Mais je te demande ton avis à toi. Moi, tu sais très bien si j'en parle. Moi, il me faut un entraîneur expérimenté, avec des joueurs expérimentés. Le mercato ferme ses portes dans 7 jours, on n'a aucune recrue jusqu'à présent. Donc c'est déjà le mercato d'hiver l'an passé qui nous a plombé et qui nous a envoyé en Ligue 2. Là, alors qu'on a des moyens XXL, on va pas recruter les joueurs qu'il faut. Et le coach, je vous fais le pari ce que vous voulez, ce sera un coach anglophone, inexpérimenté à la Ligue 1, qui va arriver. Moi, je pense pas. Ah bon, écoute, j'espère. Hein, ouais. Je pense qu'ils peuvent trouver un intermédiaire entre anglophone et connaissant la Ligue 1. Ça existe. On dira les noms après. Marco. Will Steele, d'accord. Oui. Moi, je prends. Mais oui. C'est le seul. Hein, c'est le seul. Parce qu'il y aura un entraîneur de MLS apparemment qui aurait déjà refusé. Moi, je veux pas un entraîneur de MLS qui va débarquer comme ça. Le temps qu'il s'adapte, on sait ce que ça va donner. Hein. On est 5e au classement pour l'instant. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit de l'incompétence de Kilmer, hein, que ce soit directeur sportif, que ce soit le président. Il n'y a pas de directeur sportif. Ouais, enfin tout ça. Voilà, ils sont arrivés très humbles comme ça. Là. À l'américaine, et ils sont complètement loupés. Et l'inconvénient, c'est que on est 5e, on a objectif de monter. On n'est même pas sûr de faire les barrages, là. Ouais, on n'est pas sûr de faire les barrages avec des joueurs complètement usés. Ils ont dépensé plus de 50 millions en un an et demi. Et donc c'est le troisième plus gros budget relatif donc au mercato, hein, Ligue 1, Ligue 2. au transfert. Tu te rends compte, Ligue 1, Ligue 2 Et on a des chèvres, on a des chèvres, on est 5e. Là, ils veulent se séparer d'Orneland, chose qu'il fallait faire. Au moins, il fallait le faire. On va dire à 10 journées de la fin de la saison précédente. Et à mon avis, on pouvait se maintenir. Donc quels sont tes critères de recrutement d'entraîneurs ? Qui connaissent effectivement ce championnat de Ligue 2, et le critère c'est que ça change, ça va peut-être antinomique avec le projet Kilmer, mais qu'ils puissent choisir aussi ses joueurs. Et non pas la data qui décide, nous dit il va falloir que tu joues avec tel ou tel joueur et c'est à toi de composer l'équipe. Non, l'entraîneur est quand même une personne importante au sein d'un club, et il doit aussi pouvoir décider de tel ou tel joueur avec telle ou telle capacité. Mais après c'est revoir en fin de compte la politique et le projet Kilmer dans sa globalité. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut pas supposer que ce projet Kilmer n'est pas une escroquerie, et je pense jusqu'à Casillas, quoi. Je pense pas à notre Canadien Tannenbaum qui a l'air bien sympathique, et lui il met de l'oseille. Et là, il n'y a pas de souci. Mais le projet mené par Casillas, et je l'avais évoqué il y a très longtemps, hein, j'ai dit, mais attendez, le gars, il arrive comme ça, non, plus le temps passe, plus on voit en fin de compte l'incompétence. Et le fait de virer Orneland, alors que lui, il l'a défendu, hein, souvenez-vous de sa réaction en décembre, quand il a viré Dalloglio, et ce qu'il a dit au micro. Hein. Incompétence et manque d'humilité aussi. Flagrant. Un manque d'humilité. Il avait dit quoi sur Dalloglio ? Que c'était un souci d'entraîneur, que c'était pas un souci que ça venait de l'entraîneur. Qui n'était pas à même de faire progresser l'équipe. Et aujourd'hui, Orneland a dit je ne suis pas à même de faire progresser l'équipe. Un constat d'échec. Et qui voulait surtout pas recruter au mercato hivernal de la saison précédente. Alors si on l'avait fait, on avait pris 2-3 bons joueurs, notamment en défense et en milieu de terrain, on serait resté en Ligue 1, c'est évident. Alors, pour ma part, il faut faire son mea culpa. C'est vrai que ce projet, j'y ai cru. On va dire Kilmer step by step. Kilmer 1, on va dire, parce qu'on va passer à Kilmer 2, je pense, là, dans les heures qui viennent. Pourquoi j'y ai cru ? Parce que c'était chimiquement pur, tu vois. Je trouvais du charme
à essayer de quelque chose de complètement nouveau qui existe rarement. En plus, j'avoue, j'aime bien le côté cosmopolite. Alors tout le monde parle en ce moment là, il faut du français. Moi au contraire, j'aime bien le côté cosmopolite. Et j'y ai cru parce que j'aime ce club et que j'adore quand on est différent des autres. Et c'est vrai qu'on avait un côté hyper différent du reste de toute la planète foot. Même en Europe, il y a très peu d'exemples. Il faut vraiment aller chercher dans des championnats, on va dire lointains, un exemple comme ça. On recrute personne au-delà de 25 ans. On fait de la post-formation. On les fait monter pendant 3-4 ans en puissance avec un entraîneur qui sait faire. Et on regarde ce que ça donne dans 2 ou 3 ans. Moi, je trouvais que c'était hyper novateur et chimiquement pur. Et c'est pour ça que j'y ai cru. Après, voilà, il y a les hommes. Et a priori, humainement, Horneland n'a jamais réussi vraiment à ce que son équipe soit cohérente, il y ait une cohésion dans l'équipe et surtout soit derrière lui. Donc je dois bien, là j'avoue que vous aviez raison sur Horneland, hein, je le dis ici. Moi je suis très déçu de cette situation et maintenant je suis complètement désorienté sur ce que doit faire parce que t'as les joueurs du projet Kilmer. Et l'entraîneur, il correspondait aux joueurs. Enfin, tu vois, c'était un entraîneur pour faire. Tu peux pas mettre un entraîneur hyper expérimenté. C'est pour ça qu'ils vont continuer. Voilà. Alors, Kilmer numéro 2, on va voir ce que c'est. Mais eux aussi, ils sont désorientés. Bah oui, surtout que le temps presse. Mais normalement, avec le nombre de gens qui sont là dans le staff, normalement, ils ont un plan B, un plan C, un plan D qu'ils ont prévu. J'espère. J'en doute fortement. En tout cas, on verra. Le nom de l'entraîneur va quand même être symptomatique du niveau de panique qu'il y a dans le club. Si il vient quelqu'un qui a des vraies références et que je vous vois, vous allez avoir le sourire. Voilà. Si après il ramène quelqu'un qui n'a aucune référence en France, pour moi. Je pense que il manque peut-être d'humilité, mais je pense pas que ce soit des gros cons. Je veux dire, c'est des gens intelligents. Donc quand tu es intelligent, tu apprends de tes erreurs. Et donc tu les reconnais. La première, tu les reconnais. En même temps, tu peux juste agir. T'es pas obligé de te dédouaner tout le temps. Fouettez-moi. Tu peux aussi, par l'action, dire bah voilà, j'ai compris. Je vais nommer un entraîneur qui connaît bien le championnat de la France et qui connaît bien la Ligue 1 et la Ligue 2 sans qu'il soit forcément franchouillard, qui parle anglais bien sûr, qui sache se débrouiller en anglais ou qui est un traducteur, je sais pas, mais à mon avis on en saura plus avec le nouvel entraîneur de Saint-Étienne sur le projet Kilmer, si c'est des gens intelligents ou si c'est, comme tu dis, peut-être des charlatans, si j'ai bien compris entre tes lignes. Je sais même pas, mais c'est vraiment de l'incompétence. Pour moi, c'est du foutage de gueule depuis le début. Et on peut se poser la question si c'est pas une escroquerie, quoi. Et à 60 km d'ici, il y a le redressement des Lyonnais. Regarde, la présidente, elle est tout le temps présente, en tout cas. La cellule de recrutement, ils bossent. Ils font pas appel à la data. Hein. Et le directeur sportif, il vient du Bayern, je crois, non ? Tout le monde leur prédisait une saison très compliquée. Bah ouais, mais t'as vu les joueurs qu'ils ont, t'as vu oui. Donc. Alors financièrement, je préfère être supporter stéphanois si on parle que du côté. Et nous, on pensait qu'on allait marcher sur la Ligue 2. Que supporter lyonnais, parce que les prochaines saisons. Jusqu'à 3 saisons, ça va être difficile au niveau financier. Parce que tout le monde parle d'Hendrix, mais dans 2 mois, il est plus là, le Brésilien. Non, mais il faut des décisions cohérentes. Et Saint-Étienne n'est pas un laboratoire. On aura bien compris. Moi, j'aimais plutôt cette idée-là. Bah oui, mais ça reste du foot. Et souvent, je te l'ai dit, c'est artistiquement, souvent, c'est ce qui fait des grandes choses. Et ça m'étonnait que t'as pas mordu à l'hameçon parce que l'art et le foot c'est pas pareil pour toi.
Parce que il faut on être mélange beaucoup de novateur, choses, faut être. Oui, mais c'est le numérique là. Et là, si tu me parles de l'art numérique, c'est pas ma tasse de thé. Donc non, la data, c'est pas pour moi. C'est vraiment le 21e siècle. Tu sais que moi j'ai un côté romantique et je préfère mes années 80 et 90 où c'était beaucoup plus rose, même si les verts étaient aussi dans un sale état, mais c'était beaucoup plus agréable. On va passer par une page altiligérienne parce qu'on a beaucoup causé. Il reste que 17 minutes, messieurs. Il va falloir que je fasse très vite. Je sais pas comment je vais faire, on va voir. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Alors, l'Altiligérie en national, le Puy recevait les nordistes de Valenciennes et la victoire pour le Puy Foot qui n'a fait qu'une bouchée de Valenciennes samedi soir au stade de Massot. Et j'ai assisté à tout le match via l'application YouTube. Voilà. Et les ciels et blancs, ils savaient que leur réaction serait scrutée une semaine après le coup d'arrêt subi à Dijon, puisqu'ils ont été défaits 2-0. Et où leur longue série d'invincibilité avait pris fin. Et malgré des absences de poids dans cette équipe Ponote, notamment Emeric Goumeau, Nsinghi qui manquait à l'appel, et Edson Sédou, les Ponos ont fait une bonne figure ce samedi. Ils tardaient à réchauffer leurs plus fidèles supporters. Il fallait bien 10 bonnes minutes aux locaux pour prendre la mesure de ce match, et les Ciels et Blancs avaient eu quelques difficultés à se montrer dangereux. Adélaïde avait pourtant tenté de dynamiser le front de l'attaque pour son retour comme titulaire à la 9e minute de jeu. Il faisait passer un premier frisson avec un enchaînement bien senti à l'entrée de la surface, mais sa tentative n'était pas cadrée. Finalement, ce premier acte s'achevait beaucoup mieux qu'il n'avait débuté pour eux, avec un but de Djemo dans le temps additionnel sur un corner, et c'est le capitaine était plutôt bien verni sur ce coup de pied arrêté, puisqu'il semblait vouloir centrer à destination du second poteau, et finalement le ballon il frappe le montant avant de franchir la ligne de but. Alors ça frôle vraiment la ligne de but, et pour faire donc exulter le stade Massot, puisque c'est l'arbitre de touche qui a estimé que le ballon était rentré. Donc s'il avait eu globalement la maîtrise de la première période, le Puy Foot aurait aussi pu se faire surprendre, notamment sur les percussions de Charles Haby. Notre ancien attaquant stéphanois était au-dessus du lot techniquement, et il donnait parfois le tournis à l'arrière-garde altiligérienne au cours de cette première mi-temps. Il y a eu un joueur beaucoup en vue du côté Pono, c'est Bouledja, et ce rôle de piston droit lui convient bien, puisque en deuxième période il déborde à droite et centre à destination de Marvin Adélaïde, qui marquait aussi donc avec l'aide du poteau à la 52e minute de jeu, donc 2-0 à ce moment-là. Cette réalisation venait récompenser une très bonne entame du second acte, et globalement il n'y avait pas photo durant l'intégralité des 45 premières minutes. Plusieurs centres sont venus de la droite et mettaient en difficulté la défense nordiste. On était donc plus proche d'un 3-0 qu'un 2-1 dans le dernier quart d'heure. Tout juste entré en jeu, Salim Akal aurait d'ailleurs pu corser l'addition à la 79e minute de jeu. Le milieu se retrouvait à la conclusion d'une très belle action collective, mais il butait sur Jean Louchet. Finalement, c'est un autre entrant et revenant qui venait inscrire le 3e but. 4 mois après sa dernière apparition, Yann Diebold profitait d'un pénalty provoqué par Rodriguez pour soigner son retour 3-0. Donc ce superbe succès face à un club historique du football français, le Puy Foot repart donc de l'avant et il se donne le droit d'aspirer à de nouveaux objectifs en se joignant au wagon de tête et en prenant 15 longueurs d'avance sur la zone de relégation. Donc bravo à eux, il n'y a pas eu photo entre le Puy et les nordistes ce week-end. En régional 1, il y avait eu 2 derbys altiligériens, c'est Monistrol USSL, et Monistrol l'a emporté 3-0. Voilà, et le même score entre Espali et Blavozy, 3 buts pour Espali. Il faut savoir que avec ces nouveaux résultats, alors il y a la réserve du Puy qui a gagné aussi 1-0 face à la réserve de Clermont. Monistrol donc passe devant son acolyte l'USSL au classement. Il devance donc d'une longueur, il passe 5e, l'USSL 6e, Espali toujours leader, Blavozy 8e, et la réserve du
puis 3e, donc on redonne les cartes un petit peu. Il y a toujours un match, par contre en retard, entre Espali et l'USSL qui n'a toujours pas été joué. En Régional 2, ça ne jouait pas. On enchaîne directement avec l'agenda, si ça vous va. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi à 20h, retour à l'horaire normal, l'ASS redescendu à la 5e place reçoit un mal classé, Boulogne, qui rappelons-le était promu suite à la relégation administrative de l'AC Ajaccio. 15e avec la plus mauvaise défense, les Boulonnais viennent de prendre 5 points en 5 matchs, le dernier sur la pelouse du Red Star en supériorité numérique. 5 points en 5 matchs, c'est exactement le bilan de l'ASS, qui nourrit de toutes autres ambitions. Les hommes d'Eric Orneland, on l'a dit plus que jamais sur la sellette, vont recevoir 2 fois de suite et n'ont pas le droit à l'erreur. Ils vont être attendus de pied ferme par un public frondeur dont la patience a atteint ses limites. Le COP Nord sera rouvert pour ce match sous tension, arbitré par monsieur Valnet. À l'aller, les Verts s'étaient imposés 1-0 grâce à Zuriko Davitashvili qui a effectué aujourd'hui son retour à l'entraînement. Manqueront à l'appel les 2 derniers blessés en date, Lamba et Jaber. La dernière fois que les Stéphanois ont reçu Boulogne, c'était au tout début de la saison 2009-2010. Ils avaient subi une 3e défaite en autant de journées. Au terme de la rencontre, les Ultras avaient envahi la pelouse. Et 4 mois plus tard, Alain Perrin était remplacé par son adjoint Christophe Galtier. On connaît la suite. Ah oui, c'est là qu'on a commencé notre émission Coup de tête. Bon, Eh ben on va continuer avec sur ce match, donc sur face à Boulogne, donc c'est diffusé sur Bein. Moi j'ai peur des intempéries parce qu'il prévoit pas mal de précipitations et notamment peut-être de la neige. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, Marco. Ouais, écoute, on verra ça samedi. Mais match ô combien important et j'espère que la victoire. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'on reçoit 2 fois consécutives. Donc pour moi, c'est 6 points. Hein. Il faut engranger 6 points. De toute façon, il faut engranger tous les points maintenant. Boulogne et Montpellier. Ouais, et il reste... on est à la 20e, il reste 14 journées. Donc 14 journées, il faut au moins 10 victoires. Si vous voulez toujours prétendre à la montée, il faut 10 victoires. Donc 10 victoires avec les joueurs qu'on a actuellement. Waouh. Sans entraîneur. Waouh. Non, mais si on voit un petit peu plus loin que Boulogne, c'est clair que si on ne voit pas arriver des très bons joueurs au poste important, la montée, c'est mort. Ouais. Surtout en changeant d'entraîneur à ce moment-là de l'année. L'entraîneur, il va pas pouvoir faire. Alors, on n'a pas que des mauvais joueurs, mais au milieu de terrain, par exemple, il n'y a plus personne. C'est pas Tardieu qui va se transformer en. On a voulu se séparer de Bouchari. On a voulu se séparer de Petro. Alors Petro, mais on a voulu se séparer de Bouchari, mais il faut assumer maintenant. Hein. Moi, je pense que ça, c'est une des grosses erreurs qui a été faite au cours du mercato estival. Une grosse bévue de la part des Stéphanois. Enfin, on verra bien tout ça. Mais moi, j'y vois mal. Autant il y a 2 ans, l'équipe qui était montée lors du dernier match à Metz était moi, j'avais l'impression d'une équipe soudée et une équipe un petit peu de copains, tu vois. Comme à une certaine époque où les Verts ça tournait bien, c'était vraiment les potes entre eux. Là, moi j'ai pas cette sensation de groupe quoi. J'ai vraiment pas. Ouais, et puis pas donc, vraiment. Est-ce que c'est la data, est-ce que je sais pas, mais pas vraiment d'identification. Enfin, je veux dire les joueurs, tu sens très bien que ici ou ailleurs quoi. Ça peut être à Saint-Etienne comme ça pourrait être partout. Moi en tant que supporter c'est quelque chose qu'on ressent plus ou moins. Ouais, tu le ressens et là on le ressent pas beaucoup. Moi je sens pas un groupe soudé. Il y a plus de joueurs du cru en plus. Ouais, donc, alors ça y fait. Je sais pas si ça existe il encore. Il reste 2 ou 3 joueurs attachés au maillot vert, je te dis bon effet, que joueurs formés au club, mais après c'est compliqué. Ouais, mais Orneland il le sort. Donc. On va passer à un deuxième titre musical avec un deuxième groupe rémois, The Big ID, avec le titre These Days. These Days, le groupe rémois The Big ID. On fait vite, je suis désolé pour la fin de ce titre. On enchaîne tout de suite avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Donc, juste une bonne nouvelle qui concernant l'AS Saint-Etienne, c'est qu'il y a un classement au niveau européen des clubs qui forment le plus de talents dans les grands championnats européens. Figurez-vous que la SSE arrive 7e en Europe. C'est le 7e club à avoir formé le plus de talents dans tous ces championnats depuis 10 ans. Voilà. Je te laisse la parole, Marco, j'ai pas de coup de cœur. Alors, coup de cœur, ni arbitre ni maître, autogestion des pénaltys, c'est le foot à 7. C'est un article qui est sorti il y a une quinzaine de jours dans Le Monde. 7 par équipe, auto-arbitrage, tacle interdit, hors-jeu autorisé, ce football pacifié qui se développe à l'écart des championnats traditionnels. Un très bel article est sorti le 17 janvier 2026 à contre-courant du football professionnel où les critiques sur l'arbitrage sont fréquentes. La Fédération sportive et gymnique du travail, créée en 1934, défend une pratique du sport non violente et inclusif, notamment dans le football. Et c'est suite à un match, et l'article, c'est juste à côté du stade Geoffroy Guichard, à Saint-Etienne, sur le stade de Méon. Je vous invite, chers auditeurs, à lire et à aller se pencher vers ce sport qui prône vraiment des valeurs que l'on aime, en tout cas dans cette émission Coup de tête. Et l'autre coup de cœur, c'est Sampaoli. Il y a eu un derby des groupes de Hambourg. Sampaoli face au ASV. Ça fait 0-0, mais les supporters de Sampaoli, il y a une vidéo que j'ai vue, c'est simplement magnifique. Et regardez le carambolage sur Arte, si vous avez l'occasion de Sampaoli, il passe de temps en temps, et j'ai pu le voir il y a quelques semaines, ça vaut le coup. Voilà pour mes coups de cœur. On enchaîne tout de suite avec donc les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, coup de tête pour le Stade de Reims qui, pour tenter de remplir son stade, je ne sais pas si vous avez vu, a proposé à ses supporters tout et n'importe quoi à chaque palier franchi. Donc à partir de 11 000 places vendues, ils avaient le choix de choisir la couleur projetée sur le toit de la tribune. À 12 000, ils pouvaient choisir le flocage des joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu, Nakamura a été rebaptisé Aya Nakamura. C'est du grand n'importe quoi. Il y a eu un funambule, un combat entre les mascottes, entre Auguste et puis Panthéo. Donc voilà ce à quoi on a eu droit samedi à Delonne. Heureusement que le ridicule ne tue pas, mais finalement les plus ridicules samedi ont été des Stéphanois battus en jouant 11 contre 10 durant 40 minutes sans se procurer la moindre occasion, on l'a dit. Une équipe usée physiquement et moralement, un coach qui reconnaît enfin, mais sûrement trop tard, être dépassé par les événements, et puis des dirigeants aux abonnés absents. Et premier responsable de cette dérive, la colère gronde chez les supporters et pourrait éclater samedi en cas de énième contre-performance face au promu boulonnais. Ouais, un mépris envers les supporters stéphanois, je trouve. Et c'est mon coup de tête avec ce match honteux, ce match à 6 points qu'il fallait absolument ne pas perdre. Et ils l'ont fait. Et dernier coup de tête, les deux actions finales des Stéphanois auraient normalement dû donner 2 corners et l'arbitre en a décidé autrement. C'est bien dommage et c'est pas facile non plus lorsque ces décisions sont à notre rencontre. Si je peux avoir le mot de la fin pour dédier cette émission à Michel, qui était un grand supporter des Verts et puis qui nous a quittés cette semaine. Et ouais. Ok Eric, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir sur ce match entre Saint-Etienne et Boulogne, 20h samedi à Geoffroy Guichard. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts! Bonne semaine, allez les Verts! Allez, bonne semaine, il devrait y avoir du nouveau sur la planète verte.